Salut tout le monde, Faberglass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour vous présenter ma revue de l'UFC 246. Ça avait lieu ce samedi soir en direct de Las Vegas, le grand retour de Conor McGregor. Et puis on y a assisté, c'est définitivement un événement qui est arrivé. Je suis là pour vous présenter aujourd'hui mes analyses et opinions finales par rapport à tout ce qui est arrivé dans la cage. Et en plus de tout ça, mais j'ai ressorti mon chapeau de matchmaker, puis maudit que c'est beau sur ma nouvelle caméra. Regardez ça, c'est magnifique ce chapeau-là. Bref, alors on va jouer au matchmaker aussi. On va tenter de voir c'est quoi la suite des choses. Maintenant que tout ça est arrivé, qui va affronter qui après cet événement-là, à quoi il faut s'intéresser comme match-up potentiel après cet événement-là. Donc j'ai ça pour vous immédiatement. Juste avant de commencer, je veux vous demander de me dire dans les commentaires comment l'audio sonne sur ce vidéo-là. Parce que dans le fond, je me suis acheté un petit micro pour le top de ma caméra pour faire des vlogs. Et puis... c'est ça, je l'essaye là pour l'audio du vidéo, savoir que ça a l'air. D'habitude, j'ai toujours un micro puis j'enregistre les deux à part. Là, j'enregistre les deux ensemble, juste savoir comment ça sonne. Est-ce que c'est différent, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pire, est-ce que c'est bien correct. Dites-moi ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Ça va m'aider un peu à me calibrer pour quand je vais avoir à faire un vlog et toutes ces choses-là. Si on a du MMA au Québec un jour. Ceci étant dit... parlons de cette carte, parlons de cet événement-là, l'UFC 246. Écoute, ça a été long à attendre au main event toute la soirée. On dirait que c'est ça la chose principale qui me reste en tête à la suite de cet événement-là. Parce que je dois vous mentionner que, ben, tu sais, j'étais pas excité là, par rapport au retour de Conor McGregor. Oui, c'est le fun de l'avoir, c'est le fun qu'il se batte, qu'il soit en action. Le combat, le match-up ne m'excitait pas vraiment. Et puis quand c'est arrivé, bon, ça m'a juste confirmé pourquoi, dans le fond, j'étais pas full énervé sur ce combat-là. Ça allait toujours être un style match-up horrible pour Donald Cowboy Cerrone. Non seulement, comme on le dit un peu dans le build-up et tout, il a tendance à choquer dans les gros combats, mais aussi... c'est pas un bon match-up, un Conor McGregor pour lui, quelqu'un qui commence super rapidement. Cowboy, même quand c'est pas un gros match-up, même quand c'est un combat normal, est un slow starter, aime ça prendre le premier round tranquille, puis même encaisser des coups qu'il devrait pas souvent, le plus souvent qu'à son tour, je vous dirais, pour saisir le rythme de son adversaire. C'est quelqu'un, quand il se met en marche, est très difficile à arrêter, mais est long avant de se mettre en marche. Et puis, ben, Conor McGregor, c'est tout l'inverse. Puis, il est sorti en malade. Il voulait clairement sortir de Cowboy le plus rapidement possible là, du combat. Et puis, il est en mesure de le faire. Très belle performance de sa part. Une performance parfaite, là, comme les gens l'ont dit. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut vraiment dire de plus que ça. Il n'y a pas grand-chose à analyser non plus. 40 secondes, c'était fini. Lancé... ça a été dangereux pareil sur des bouts de combat, d'y aller un peu à la Jorge Masvidal, quasiment de sauter en lançant de main gauche, full extension. Cowboy aurait eu sa chance d'amener le combat au sol immédiatement là, s'il avait voulu le faire. Je me demande quasiment si Conor n'a pas essayé de tester ça. Il a dit qu'il allait pas m'amener au sol, on va le voir direct là, je vais m'overextend sur le premier punch du combat, puis s'il m'amène pas au sol, je le sais. Et puis ben là c'est ça, il y a eu les coups d'épaule dans le clinch qui font assez jaser. C'est quelque chose qu'on a vu John Jones faire, qu'on a vu une couple de combattants faire, mais jamais avec du dommage comme Conor, je pense, a réussi à le faire dans ce combat-là. Donc oui, ça c'était quelque chose d'intéressant, quelque chose de nouveau, mais tu sais. Il a pété la gueule à Cowboy Cerrone en 40 secondes, comme on se disait que ça allait probablement arriver. Oui, les gens voyaient peut-être aller ça un peu plus loin, genre comme 2 minutes, quelque chose comme ça, mais non. Conor avait pas de temps à perdre, voulait montrer qu'il est capable de gagner des combats encore, chose qu'on ne l'avait pas vu faire souvent dans les dernières années. Et puis, à part peut-être des combats en cours, là, dans des lawsuits puis des accusations criminelles, mais gagner des vrais combats dans un ring ou dans une cage, Conor en avait besoin. Il l'a fait. Il y avait le match-up parfait pour faire ça. C'est ce qui devait arriver. Et c'est arrivé. On a réussi. Les dieux du MMA ne s'en sont pas mêlés. C'était le combat d'MMA le plus combat de boxe que vous allez trouver. Genre, on a Conor McGregor ici. Trouvons-lui un match-up qui va être intéressant, qui va être plaisant à regarder, mais qui ne risque pas de lui causer une défaite. Puis c'était Cowboy ce match-up-là. Et non Justin Gaethje, au grand désarroi de Justin Gaethje. Et puis, ben là, Conor a gagné. Conor est back. Conor veut se battre. Et puis, personnellement, la chose que j'ai le plus appréciée de tout l'événement, et ce de loin, c'était l'entrevue de Conor McGregor après, où il a mentionné
qu'il voulait se battre à 170 livres, là, basically. Puis il a un peu fait une petite référence envers Jorge Masvidal. C'était pas clair. Il a fait The Guy in the Bathrobe parce que je sais pas si vous avez vu Masvidal qui était là avec sa robe de chambre Versace. C'était absolument magnifique. Puis sa bouteille de tequila aussi dans les mains. C'était magnifique. C'était absolument plaisant. Puis c'est ce combat-là là, qui doit arriver. Moi, juste le fait que Conor a gagné et n'a pas été call-out Khabib Nurmagomedov, c'est pour moi une des plus grandes victoires qu'on aurait pu avoir dans cette soirée. Puis la seule chose que je voulais tirer de cette soirée finalement, je voulais pas qu'on sorte de ce combat-là en se disant bon, rematch Conor Khabib, c'est ça qu'il faut faire. Puis Dana White avait déjà l'air avant le combat de dire oh oui, c'est vers là qu'on s'en va. Donc si Conor avait collé Khabib dans la cage, t'aurais eu Dana à la conférence de presse après qui, même si à toutes les conférences de presse, ils disent oh non, j'aime pas ça, moi, faire du matchmaking, la soirée même du combat. Mais là, il aurait été là à dire oh oui, Conor est absolument next pour le gagnant de Khabib et Tony, puis blablabla. Heureusement, c'est pas ça qui arrive. Puis je suis content parce que Conor McGregor, de un, je pense, vient pas mal de prouver, ben tu sais, il n'y avait pas à le prouver, mais je pense qu'il y avait certaines craintes par rapport à quelques personnes qui disaient hey, as-tu perdu du star power, as-tu perdu le hit factor après toutes les choses qu'il a faites, toutes les choses qui lui sont arrivées dans les dernières années. Non, c'est pas le cas. Donc en ce moment, t'as pas besoin d'avoir Conor McGregor comme champion de l'UFC. T'as absolument pas besoin de ça. Et puis il semble se diriger dans une voie où ça sera pas ça non plus. Il semble plus se diriger vers un combat contre Jorge Masvidal ou quelque chose comme ça. Puis oui, s'il bat Masvidal, là, va peut-être essayer d'avoir un title shot à 170 livres. Est-ce que j'aime ses chances là? Pas vraiment, mais j'aime pas plus ses chances dans un title shot à 155 livres. Puis ben franchement, je pense pas que j'aime plus ses chances dans un title shot à 145 livres contre Alexander Volkanovski. Je pense que Holloway, ça va être un bien meilleur match-up pour un McGregor dans... Peu importe à 145, 155, mais tu sais, anyway, je pense pas qu'il faut parler de 145 parce qu'on ne retournera jamais là, selon moi. Mais tout ça pour dire, j'aime pas ses chances comme champion dans aucune division dans lesquelles il a compétitionné à date. Donc, tant qu'à ça, mettez-le dans les combats les plus fun qui vont vendre, que tu peux faire justement des cartes comme ça sans gros title fight, sans gros. Par exemple, s'il vous plaît, là, faites une meilleure carte le prochain coup. Parce que cette carte-là était brutale, puis je pense que j'ai peut-être perdu un peu d'enjoyment dans le main event à cause de tout ce que j'ai eu à endurer pour me rendre là. Donc c'est un peu ça mes commentaires sur ce combat-là, sur Conor McGregor, la situation. Mettez-le contre Jorge Masvidal, je pense que vous avez compris c'est où je m'en allais avec ça. Mettez-le contre Jorge Masvidal, au pire remettez le BMF en jeu, faites une deuxième BMF belt, là, puis donnez-la au gagnant, parce que t'enlèveras quand même pas la belt à Jorge. Mais bref, c'est ça qu'ils veulent faire, n'importe quoi, je m'en fous. Jorge Masvidal, Conor McGregor, c'est le combat à faire, le seul et l'unique, puis écoute, s'il perd Conor contre Jorge, après il peut essayer de faire une trilogie contre Nate Diaz. Je suis sûr que Nate Diaz reviendrait là, pour une trilogie contre Conor. Il peut faire plein de choses. Fait. Je pense que le combat contre Jorge Masvidal est celui qu'il faut. Parce que s'il perd, ça ne fait pas si mal que ça. Et s'il gagne, ben là, il peut demander un title shot facilement. Puis non seulement il va le recevoir parce que c'est Conor McGregor, mais selon moi, s'il bat Jorge Masvidal, il mérite un title shot. Donc, je ferais ça. Puis là, vous allez me demander, oui, mais qu'est-ce qui va arriver avec Kamaru Usman? On s'en fout. Je pense, on s'en fout. Qui attendent l'UFC Londres, qui attendent de voir qui entre Edwards et Woodley va gagner. Puis si Edwards il se gagne, ben boum, tu fais Edwards. Puis si, regarde, je sais pas, mais est-ce qu'on est pressé de voir Kamaru Usman se rebattre? Je penserais pas. Donc, regarde, pas mal ça que je ferais. Pour ce qui en est de Donald Cerrone, ben, c'est classique, c'est classique. Est-ce que ça va y faire mal? Ben, c'est sûr que là, il y a le plus de gens ever, je pense, qui l'ont regardé se battre. Puis il était dans le gros spotlight, puis il a perdu très rapidement. Donc, est-ce que Cowboy va être vu par les casual fans comme étant un tueur de tous les instants? Peut-être pas après cette performance-là, mais les hardcore fans le savent. Et puis, tu sais, je pense que malheureusement, dans le cas de Cowboy, c'est une couple de temps qu'on le dit que, ben, il y a des up and down, il est capable de battre des jeunes up and comers qui sont hungry, mais qui n'ont pas encore le niveau technique pour être à l'élite. Puis c'est ça, lui est vraiment un niveau technique élite, Cowboy Cerrone. Mais
il y a peut-être plus l'endurance et du moins la durabilité d'un combattant élite. Il n'y a plus le menton, il y a plus, son corps commence tranquillement, pas vite, ben, à le lâcher de plus en plus. Dans son combat, se pète le nez, là, se mouche, blow up son œil. C'est pas le problème de l'œil, c'est plus le problème du nez là, dans ce cas-là. Mais de plus en plus là, des blessures dans des combats qui font qu'il performe moins bien, puis ces choses-là. Donc, je suis content pour lui, au final. Lui, il sera pas content de ce qui est arrivé, mais va s'en remettre. Puis c'est Cowboy Cerrone, c'est une légende. Il méritait ce PD-là. Et puis il l'a eu, puis c'est fait, puis il s'est fait péter la gueule, puis c'est ça qui était supposé d'arriver. Puis oui, il aurait voulu, y aller contre toutes les odds, puis gagner ça, mais better luck next time, mon cowboy. Ça reste une légende, ça reste quelqu'un qu'on aime. Moi, personnellement, je commence de moins en moins à être intéressé à le voir combattre. Je le sais, par exemple, qu'il va probablement se battre jusqu'à sa mort. Là. Ça, c'est un cas de BJ Penn et etc. Là, qui arrêtera littéralement jamais de se battre. Donc, est-ce qu'on peut l'empêcher? Non. Puis, il est encore bon. Il est encore dans le top 10 à 155 livres et ça facilement. Donc, donnez-lui des combats, s'il veut se battre, faites-le. Il est encore valuable là, pour l'UFC. C'est pas un gars que tu veux vraiment laisser aller, du moins pas encore. Donc c'est ça. J'ai son prochain match-up, mais on va en parler dans quelques instants de ce prochain match-up-là. Parce que c'est contre quelqu'un sur la carte, vous pouvez peut-être déjà un peu deviner qui. Bref, co-main event. Oh my god, le premier combat entre Holly Holm et Raquel Pennington était horrible. Et puis le deuxième n'allait être rien d'autre que ça. Surtout avec Holly Holm qui est un peu un win, un loss, un win, un loss. Puis elle a perdu contre comme toutes les filles qui ont été championnes. Puis elle a battu pas mal toutes les autres. Raquel Pennington est comme un peu, je te dirais, la meilleure combattante féminine qui sera jamais championne là, présentement. Peut-être un peu comme une Alexis Davis ou des filles comme ça, mais je pense qu'Alexis Davis, son prime était plus dans le temps de Strikeforce, puis dans sa début de run à l'UFC. Donc, tu sais, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? C'était de la merde, on le savait que ça allait être de la merde. Comme le main event, on le savait que McGregor allait gagner. Le co-main event, on le savait que ça allait être long et plate. On espérait juste qu'avant ça, ça soit bon pour qu'il y ait au moins juste un combat plate sur la carte. Ça a comme pas vraiment été le cas, mais bref, c'était pas un bon combat, je veux plus revoir ça. Pour ce qui est d'Holly Holm, je lui donnerais la perdante de Juliana Pena contre Aspen Ladd, assumant que la gagnante va probablement être next in line là, pour Amanda Nunes. Donc je donnerais la perdante à Holly Holm parce que et Aspen Ladd et Juliana Pena sont des filles qui sont rendues assez hautes dans la division pour même si tu perds ton title d'Eliminator, tu peux quand même être en mesure d'affronter une top contender comme Holly Holm, d'avoir la chance de te remettre tout de suite sur les voies de la victoire si tu gagnes. Puis dans le cas d'Holly Holm, c'est en affrontant toujours des filles comme ça qu'elle va un jour ou l'autre nécessairement se faufiler dans un autre title shot, on sait pas trop où, on sait pas trop qui, mais elle peut se battre aux deux poids, 135 et 145, peut être dans les meilleurs au monde aux deux poids, c'est juste pas une fille qui donne les meilleurs combats. Puis si ta force à se battre est bonne, c'est juste que Raquel allait pas la forcer vraiment à se battre, ça allait soit être 100% à distance ou 100% câlin contre la cage, c'est exactement ça que ça a été. Pour ce qui est de Raquel, un autre aussi qui est quand même bien établi dans le haut du classement. Donc, donnez-lui Kathleen Vieira là, qui vient de perdre par surprise contre Irene Aldana au dernier événement. Je pense que ça a bien de l'allure. Et puis, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être peut-être un peu plus intéressant parce que Vieira, comme on l'a vu, style peut-être un petit peu plus agressif. Donc, ça risque d'échanger. Ensuite, Alexei Oleinik, Maurice Green. Un autre combat qui était pas très beau. La façon dont Maurice Green s'est juste fait amener au sol facilement et dominé par Oleinik, c'est décevant pareil là. Je pensais au moins qu'elle allait être un peu plus. Non, dans le fond, je pensais rien, c'est Maurice Green. Je m'attendais pas à grand chose, je m'attendais probablement à ce qu'il plie Oleinik au début parce qu'Oleinik est le genre de gars qui se fait plier tôt s'il soumet pas l'autre. Il s'est pas fait plier tôt, donc il a soumis le gars. Puis, et le passage du combat qui est vraiment hilarant, là, c'est la fin. Parce que t'as Alexei Oleinik qui est belly down, il y a ça un armbar. T'as Maurice Green qui est passé littéralement par-dessus lui. Puis là, il y a son genou. Puis tu vois que c'est clairement le fait que son genou est là qui empêche son bras de se faire overextend. Il y a comme, mettons, je pense que le genou juste ici, puis son bras était ici comme ça. Puis là, t'as Oleinik qui essaie de forcer, mais tu peux pas overextend quand t'as le coude qui frame par en dedans, c'est-à-dire le genou qui frame par en dedans. Et puis, ben là, j'étais avec mon chum Greg Saint-Pierre, puis je disais que c'est la seule raison pourquoi il se fait pas un bar là en ce moment.
ben c'est parce que son genou est là. Et de rajouter, mais je le sais pas s'il le sait. Puis comme de fait, il le savait pas parce qu'un moment donné, ben, il a juste enlevé son genou. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il s'est fait armbar. Bravo, man, bravo. Fait que c'était pas bon. C'était pas bon. Okay, puis c'est ça. Alexei Oleinik, qu'est-ce qu'on lui donne next? C'est pas un gars qui va monter les échelons. Là. Il a pas mal un rang acquis. Puis il va le perdre de plus en plus que des top prospects comme Cyril Gann et etc. qui vont passer en avant de lui. Mais en ce moment, il s'accroche à une position dans le ranking. Ça fait de lui un adversaire qui a de la valeur pour ses adversaires parce que c'est pas mal une chance de rentrer dans les rankings si tu le bats. Je continuerai donc la trajectoire de lui donner des prospects. Je pense que ça a bien du bon sens. Il est vieux, anyway, qu'on dit. Il gravira pas d'échelon. Fait que teste-le contre les jeunes. Puis s'il y a un jeune qui le bat, ben boum, t'as un bon nouveau jeune heavyweight, chose qu'on a toujours de besoin. Et puis, ben, s'il perd, ben, back to the drawing board. Puis tu resserres un autre moment mon pit. C'est sûr que en termes de gros prospects, on sait que Cyril Gann est comme déjà pas mal un combat lined up. Là, on sait pas trop c'est qui, mais on a peut-être une petite idée. Fait que ça sera pas Cyril, ça sera pas quelqu'un comme ça, là, vraiment un top prospect. Donc j'irai avec comme un prospect quelconque qui pourrait être le gagnant de Jorgen De Castro contre Greg Hardy à l'UFC en ESPN 8. Dans le fond, je dirais, hey, Jorgen De Castro, je sais qu'il y a un combat booké. S'il gagne son combat, ça serait bien contre Oleinik. Et puis là, j'ai vu que tu te battais contre Hardy, fait que j'ai dit le gagnant de Castro contre Hardy. Mais en tout, moi, si Hardy, ben j'aimerais ça que Greg Hardy se batte contre Oleinik. En fait, ça serait drôle. C'est vraiment un combat qui pourrait être hilarant. Ça serait drôle, mais il y a beaucoup trop de chances que Greg Hardy le cote au début du combat puis se retrouve avec un numéro à côté de son nom. Puis Dieu que c'est pas ça qu'on veut. Mais Jorgen De Castro, j'espère, va battre Greg Hardy, va aller se battre contre Oleinik. Sinon, oh, faites-le. C'est Oleinik contre Hardy, ça va être de la merde, mais ça faut bien que les gens se battent. Hein. Pour ce qui est de Maurice Green, je vous donnerais Tai Tuivasa là, dans un combat de deux gros heavyweights assez décevant. Donc ça nous mène à Brian Keller contre Odi Osbourne, un combat que, écoute, il y a tellement d'affaires que c'était un peu un blur, puis je me disais, ah, c'était pas bien bon, puis à un moment donné, il l'a guillotiné, puis là j'ai reparlé avec mon coach, Oju, Fred Poirier, un matin, puis il m'a dit, ben non, c'était bon ce combat-là, mais lui il a juste vu, tu sais, la carte principale, donc les bons moments, il s'en rappelle peut-être plus que moi qui a enduré un paquet de merde avant de se rendre jusque-là. Donc, ouais, c'est vrai, c'était bon. C'était bon. Odi Osbourne est sorti fort quand même. Il a essayé de lander des bons coups. Je pense que ça va être un bon prospect debout. C'est juste absolument fait prendre dans le special move là, de Brian Kelleher, qui a bien prouvé ce que je disais dans mon analyse. C'est un all power, everything, every time, tout le temps. Et power, double leg, te le lève, te le slam. Il ne fait rien sans power. Et puis sa guillotine était belle, elle était tricky. Il avait les deux bras pris en dedans. Il avait juste une guillotine arm-in, mais son autre bras aussi était pris. Fait qu'il ne veut pas taper, il a fallu qu'il tape avec sa jambe. Tu t'as vu de la manière aussi qu'il y avait le bend dans son cou, tu voyais sa colonne ressortir. C'était tight. C'était un beau choke. Je m'en suis rappelé quand Fred m'en a parlé. Ça avait bien de l'allure. Et puis pour le temps que ça a duré, on ne chialera pas. Donc bravo. Pour ce qui est de Keller, c'est peut-être parce que dans le fond, j'ai pas beaucoup d'espoir en Brian Keller qui sort gagnant de ce combat-là. Puis je me dis, tu sais, il est correct. C'est pas mal de genre de gars qui en gagnent un, perd un, gagne un, perd un. Puis je sais pas qu'est-ce que ça me dit vraiment sur Odi Osbourne. Est-ce que ça me donne de l'espoir pour ses prochains combats? Pas nécessairement, mais bref, en tout cas, c'est arrivé, puis c'est ça qui ont foutu ça à main card parce qu'on a perdu un combat malheureusement. Donc on a vécu avec, et puis c'est ça. Keller, je donnerais le gagnant de Brett Jones contre Tony Gravely. Ça a lieu, comme je pense, la semaine prochaine à l'UFC Raleigh. Donc le gagnant de ça, mettez ça contre Keller, ça pourrait être drôle. Pour ce qui est d'Odi Osbourne, mettez-lui quelqu'un, genre Grigory Popov que j'avais marqué, comme quelqu'un qui n'a pas de victoire dans l'UFC, qui est comme dans le début de sa carrière UFC, puis c'est quelqu'un qui a dans le fond, commencer sa carrière contre Keller, c'est comme un peu Barrio qui commence sa carrière contre Sanchez. Sanchez, il ne sera jamais un champion du monde, mais si les pierres s'alignent bien pour lui et il en gagne une coupe, il pourrait se retrouver dans le bas du top 15 un moment donné, comme ça a déjà été le cas avec Brian Keller. Donc, c'est ça. Tough luck pour Osbourne, on espère que ça va aller mieux pour lui. Le prochain coup, ça nous mène à un combat que je ne sais pas si vous avez été surpris, là, mais c'est exactement comme ça que je le savais que ça allait arriver. Et je parle de Carlos Diego Ferreira face à Anthony Pettis. C'est un combat qui était tailor-made pour que
Anthony Pettis qui a beaucoup de difficultés à dealer avec la pression. Ça fait juste over-pressurisé par Carlos Diego Ferreira, qui a été très intelligent aussi dans ce combat-là. C'est quelqu'un qu'on a vu juste mettre beaucoup de pression, puis échanger debout, et puis faire ses affaires. Là, cependant, c'était dangereux, ça allait toujours être dangereux contre Anthony Pettis, qui est capable de justement s'accoter un pied dans la cage puis sortir un Superman Punch de nowhere qui n'a aucun des meilleurs kickboxers de son époque. Donc, il n'a pas pris de chance avec ça. Il a mis la pression, il a landé des takedowns, il l'a grindé sur le top, il est resté actif, il a fait du dommage, il l'a épuisé. Puis au deuxième round, il s'en allait prendre son dos, il a saisi un choke en prenant le dos. Pettis était un peu sur le côté, je sais pas, c'était le rear naked choke le plus bizarre que j'ai vu dans ma vie. C'était pas mal plus un neck crank, puis ça me montre que, tu sais, Pettis avait l'air un peu à la Sage Northcutt, de quelqu'un qui est pris là, dans une position qui fait mal, puis il a décidé qu'il en avait assez, puis il a abandonné. Puis ça te montre juste où est rendu Anthony Pettis dans sa carrière, puis c'est plus le top. C'est vraiment plus le top. C'est quelqu'un qui commence à avoir de plus en plus. Tu sais, il est 9-9 dans l'UFC après ce combat-là. 9 victoires, 9 défaites. Puis on parle d'un ancien champion, donc il a déjà eu une fiche de comme 7 victoires, 2 défaites, des choses comme ça dans l'UFC. Donc récemment, perd beaucoup plus qu'il gagne. C'est un retour à 155 livres. Puis selon moi, ça, c'est un retour qui l'exclut du top 15. Se battait pour son top 15 ranking. C'est soit qui gagnait, puis je le rankais dans le bas du top 15. Avec, mettons, Barboza, Makachev, Dariush, ces gars-là. Ou, ben, s'il perdait, je rankais littéralement Diego Ferreira à sa place, puis lui, il se retrouve pas mal 16-17e au monde en ce moment. Il n'est plus dans le top 15 selon moi. Donc, c'est ça. Félicitations à Anthony Pettis pour avoir perdu son ranking, mais surtout félicitations à Carlos Diego Ferreira qui est sur un streak, qui est de mieux en mieux à chaque combat, qui met beaucoup de pression, qui est un peu le John Lineker des lightweight, mais vraiment plus intelligent dans la manière qu'il se bat, puis avec tout un sol. C'est le genre de gars qui n'aura pas peur de se battre debout contre n'importe qui en général, parce que même s'il se fait takedown, c'est pas grave, il est tellement bon au sol qu'il peut être sur son dos, puis il va peut-être réussir à trouver une soumission pareille. Donc, je pense que Diego Ferreira là, vient de se solidifier une place dans les rankings et sur une streak. C'est le temps d'y donner un gros combat et c'est pourquoi j'aimerais le voir face à Donald Cowboy Cerrone. Pour ce qui est de Pettis, Drew Dober, de qui on va parler dans quelques instants. Et ça nous mène à la grosse surprise de la soirée, Roxanne Modafferi contre Maycee Barber. C'est peut-être les odds qui étaient hors tout, puis le fait que les odds étaient si grosses que ça, bon, on s'est dit, c'est vrai que c'est un mismatch, hein? L'autre est tellement physique, puis t'as Roxy qui est tellement petite et frêle, mais tabarnouche. Il me semble que quand j'ai regardé la fiche de Roxy, quand j'étais allé updater mes classements là, dans mon fichier, j'ai vu, elle a battu Andrioli, on pensait pas que ça allait arriver. Elle a battu Antonina Shevchenko, on pensait pas que ça allait arriver. Ça arrive tellement souvent que Roxy fait ce coup-là à des gens, fait juste les takedowns, puis les dominos au sol, puis elle est tellement bonne et tellement technique au sol que même si elle est moins imposante physiquement, elle est capable de lander ses takedowns avec la bonne technique. Puis quand tu te retrouves en dessous d'elle, ça va être très difficile de t'en aller de là. Maycee Barber, oui, elle s'est fait mal aux genoux, faut lui donner ça. Ça a peut-être affecté sa performance, mais entre vous et moi, elle était quand même en train de se faire péter à la gueule quand c'est arrivé. Donc, genre, props à Roxy, un des plus gros upsets de l'année. Encore une fois, elle s'établit comme une des 4-5 meilleures filles dans cette division-là, dans l'UFC. Donc, pourquoi pas ne lui donner Jessica Eye? Jessica Eye vient de se battre contre Shevchenko. Donc, elle est encore dans le top, mais elle n'est pas proche de se rebattre pour le titre. Donc, je pense qu'elle et Roxy, ça serait vraiment un bon combat pour déterminer qui est genre the ultimate gatekeeper là, to the top 5 dans cette division-là. Et pour ce qui est de Maycee Barber, ben, c'est décevant là, le prospect perd un peu de son lustre. Là. Madame, je veux devenir championne plus jeune que John Jones. On s'entend qu'à 21 ans, elle n'a pas vraiment encore les skills d'un John Jones. Du moins, même pas les skills que John Jones avait quand il a fait son entrée dans l'UFC. Que oui, c'est peut-être un peu plus vieux, mais il était quoi? 1 an dans sa carrière pro. Donc, back to the drawing board. J'aimerais ça la voir contre Sabina Mazo. Ça serait bien parce que Barber wow. Barber est athlétique puis elle part très fort dans ses combats. C'est une fast starter. Puis on a Sabina Mazo qui, encore une fois, là, dans son combat, a été vraiment slow sur le départ. Puis c'est même juste mis en marche vers la fin du deuxième round. Puis ça a fait un combat beaucoup trop serré pour ce qui devait avoir lieu.
Donc, Sabina Mazo contre Barber, je pense que c'est assez fascinant comme match-up. On va plus vite pour la suite parce qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé là. Sodiq Youssouf, André Fili, c'était pas un mauvais combat, c'était pas un bon combat non plus. Puis c'est exactement ce qui est arrivé de Fili qui a plus lancé de coups, de Youssouf qui a landé avec les gros counters. Puis ils ont favorisé le dommage et le power par rapport au volume, surtout que c'était très serré. Donc Youssouf gagne. Plus grosse victoire à vie. Ça mérite probablement un gars qui est dans le ranking. Pourquoi je lui donnerais le gagnant de Mirsad Bektic contre Danny Ige. Ige n'est pas encore ranké, mais s'il bat Bektic, je vais être ranké. Ça se passe à l'UFC 247. C'est comme dans 2 événements, je crois. Donc, c'est ça. Winner of Bektic Ige, je donnerais ça à Youssouf. Pour ce qui est d'André Fili, Julio RC. Ça serait vraiment très bon. 2 long distance strikers qui n'ont pas peur de faire plein d'affaires, se kicker dans la face, puis tout. Essayez ça. Ensuite, Askar Askarov, Tim Elliott. Ça, c'était bon, j'ai bien apprécié. Askar Askarov est vraiment cool. Je le sais que c'est la pire idée possible sur Terre. Mais je peux pas m'empêcher de vouloir le voir contre Juicier Formiga. C'est tellement un bon scrambler, bon lutteur, bon combattant au sol. Puis il a montré du bon debout aussi là, dans ce combat-là contre Elliott. Donc j'aimerais ça le voir contre Juicier Formiga. C'est pas une bonne idée. Ce serait probablement soumettre, mais ça va être le fun. Puis anyway, c'est pas comme si à Flyweight t'avais la division la plus profonde. Donc c'est comme Askarov avec une victoire puis un match nul contre Moreno arrive là, dans ces eaux-là de pogner genre des Formiga, des Pantoja. Puis je sais que Formiga est booké, là, mais peu importe qui gagne, je veux le voir contre Formiga. C'est ça que je veux voir. Fait que, Tim Elliott, pour sa part, c'est pas une bonne performance. J'aimerais contre Matt Schnell, qui vient d'avoir une contre-performance là, contre Alexandre Pantoja, justement. Donc je pense que 2 gars dans le top 7 à 10, qui ont une mauvaise performance dans leur dernier combat, veulent rebondir, mettez-les ensemble. Le narrative est parfait. Ensuite, Drew Dober a absolument explosé Nasrat Akparas. Puis j'étais là à vanter Nasrat comme quoi, wow, il était intelligent dans son approche. Il n'a pas peur de prendre le premier round tranquille pour prendre ses reads. Puis après ça, il se met en marche. Puis c'est tellement un bon combattant debout. Puis là, il arrive là. Puis il fait la seule chose que tu veux pas faire avec Drew Dober, c'est-à-dire brawler. Et puis ben, il s'est fait allumer ben raide. Puis ça va être une très très bonne leçon pour lui. Ça reste un bon combattant. Il nous a démontré des flashs d'intelligence absolument incroyables. Donc je peux pas dire, ah non, va battre Nasrat pourri, mais ça fait mal là, se faire knocker de même par Drew Dober. Puis ça va l'aider à remettre sa game un peu en question. Puis probablement arriver encore meilleur dans le prochain combat. Donc c'est plate, c'est pas un bon dénouement, mais je suis pas down sur Nasrat encore, loin de là. Alan Patrick, c'est un gars que je lui donnerais dans son prochain combat. Quelqu'un qui a beaucoup déçu à son dernier combat contre Scott Holtzman. Puis là, vient de prendre un année off. Devrait être prêt à revenir un moment donné. Je ne sais pas trop si c'est des blessures ou quelque chose avec lui, mais semble être disponible. Je le mettrai contre Nasrat. Pour ce qui est de Dober, ben on l'a déjà dit. Je voulais le voir affronter Anthony Pettis dans un combat qui pourrait être très intéressant. Ensuite, sur le Fight Pass, Alexa Kamour, Justin Ledette. Les 2 combats sur Fight Pass, c'est comme un peu l'impression que la personne a perdu, a gagné. Donc je pense que Ledette aurait probablement gagné. T'es plus efficace avec ses mains. Mais écoute, si tu veux le donner à Kamour, qui est le prospect, c'est fair. Puis, de toute façon, j'ai pas assez écouté le combat attentivement, pour être honnête avec vous, pour vous dire, ah non, c'est un vol. T'sais. Fait que, pas sûr que je suis d'accord avec la décision. Je devrais réécouter. Pour ce qui est d'Alexa Kamour, qui est le prospect qui a gagné, donnez-lui un autre prospect qui est popé, mais pas super impressionnant non plus depuis ses débuts. C'est Kennedy Nzechukwu. Pour Justin Ledette, lui c'est 3 défaites là, en 3 combats, donc je sais pas si c'est juste la fin pour lui, mais si c'est pas la fin, donnez-lui Kadis Ibragimov, c'est un match-up parfait. Finalement, comme j'ai dit, je pense que JJ Aldrich méritait le combat contre Sabina Mazo, mais tu peux pas t'effondrer comme ça fin du 2e round et 3e round puis penser gagner un combat dans l'UFC. Le recency bias, c'est vrai auprès des juges, donc elle n'a pas échappé les bons moments du combat. Elle a probablement gagné autant que Mazo a gagné. C'est vraiment un combat qui était 50-50, mais elle n'a pas échappé les bons moments du combat. Donc je lui donnerais Jillian Robertson, 2 filles qui selon moi sont un peu dans les mêmes waters, là, viennent de perdre, ont des bons prospects. Je veux voir les 2 prospects, Mazo et Barber, s'affronter. Fait que tant qu'à ça, je veux voir Robertson et Aldrich s'affronter. Ça pourrait être très bon. Puis on va conclure ça là, direct en dedans d'une demi-heure. Magnifique. Parlez-moi de ça. C'était mes analyses finales et ma revue de l'UFC 246. Le retour de Conor McGregor. Une carte où la seule chose qui importait était Conor McGregor. Puis un coup que la carte est finie, ben c'est un peu ça qu'on se dit. On a pas mal enduré une soirée au complète de combats qui veulent pas dire grand chose dans le but de voir Conor knocker Cowboy en 40 secondes. C'est ça qui est ça. On passe au prochain événement. Ça sera peut-être meilleur.
je sais quand même des bonnes choses de ça. Fait que c'est ça. Laissez-moi un like si vous appréciez. Laissez-moi aussi un commentaire pour me faire part de vos impressions, vos match-ups de rêve. Ce que vous voulez voir de Conor McGregor. Est-ce que vous voulez le voir contre Jorge Masvidal? Est-ce que c'est ça? C'est là qu'on s'en va? Ou vous avez une autre idée qui est encore meilleure? Laissez-moi ça dans les commentaires. Finalement, abonnez-vous à Québec. Ah, si, bon, c'est le vieux YouTube, ça fait longtemps, ça va faire un an de ça, Québec. Abonnez-vous à MMA Talk sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, c'est DMMA Talk, THE Talk, sur Twitter, D-MMA Talk. Je vais essayer d'utiliser le Twitter en 2020, ça c'est une résolution de l'année. Donc c'est ça, suivez-nous là, parlez-nous, on s'amuse, on a du fun. Ciao, à la prochaine, merci d'avoir été à l'écoute. Bye.